là, il y a un plaisir, il y a quelque chose que je veux atteindre. Je n'ai pas d'autre choix que de m'entraîner régulièrement, là, maintenant, pour atteindre... Comme dans Dragon Ball, quoi. Voilà, exactement. Tu veux atteindre quelque chose, tu t'entraînes, tu vas dans la salle du temps, tu sacrifies du temps, ta famille. Mais dans Dragon Ball, justement, j'aime bien cet exemple-là où de sacrifice et de dire, en fait, il faut que je revienne en arrière, etc. C'est Trunk. Casse Départ, l'émission trait d'union Entre la pop culture et la connaissance de soi. Émission suite, qui fait suite à l'émission sur les croyances. Donc là, on va continuer sur les croyances, mais aborder plutôt la notion de mindset ou état d'esprit ou paramétrage d'esprit. On va un peu discuter de ça. Et surtout, comment on peut changer nos croyances, comment on peut s'auto-coacher quelque part. Et puis, moi, j'aimerais aussi qu'on parle du coup des croyances cachées. Voilà, parce que c'est intéressant. Maintenant... en fonction de la discussion, on verra quels mangas sont pertinents ou pas. Et puis peut-être que ça vous fera penser à d'autres mangas. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous alpaguer à ce sujet. On regarde beaucoup Instagram. Oui. Voilà, mais on a un Discord aussi, mais on regarde a un pas Discord, trop. c'est vrai qu'on ne le regarde jamais. Non, mais il faut qu'on le relance. Ouais. Mais en tout cas, sur Insta, vous êtes sûr d'avoir une réponse soit de Flavien, soit de moi. Oui, parce que Wallo n'est pas très actif sur les réseaux ces derniers temps. Je vous prie. Pour le moment. M'excuser. Pour le moment. Et puis à un moment, il sera. Donc, justement, parce que je suis dans un mindset anti-réseaux sociaux. Tadam! D'accord. Alors, ceci étant dit, donc un mindset, qu'est-ce que c'est ? Alors, donc, j'aurais un petit rappel avant. Donc, les croyances, on a dit que c'était des choses, des perceptions du monde et de nous-mêmes et des autres qui sont ancrées en nous par des pensées, des émotions et des comportements qui en découlent, et puis une sorte après, pour élargir, comme dirait Wallo, de comment la manière dont on décide, on les entretient finalement dans notre vie de tous les jours par rapport à ce qu'on décide de faire et ce vers quoi on va. Et donc, on n'a pas une seule ou deux ou trois croyances, on en a une multitude. Et donc, c'est des groupes, on va avoir des sortes de groupes de croyances en nous qui vont déterminer notre état d'esprit. Et alors, si je reviens sur les définitions, alors cette fois j'ai consulté Wikipédia qui nous dit que en théorie, l'état d'esprit, donc la définition c'est en théorie de la décision et en théorie générale des systèmes, un état d'esprit est un ensemble d'hypothèses, de méthodes ou de notions détenues par une ou plusieurs personnes ou groupes de personnes. Un état d'esprit peut également être considéré comme découlant de la vision du monde ou de la philosophie de vie d'une personne. Donc c'est un petit peu ce qu'on décrivait là. On va faire une petite digression sur la notion de mindset. Alors moi, j'aime bien le mot mindset parce que par rapport à état d'esprit, ça ajoute la possibilité de réglage, de paramétrage. Mais bon, lors de notre émission précédente avec Cola disait moi j'aime pas le mot mindset parce que c'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans des capsules de genre des gars d'entrepreneuriat ou de pseudo-entrepreneuriat et des gens qui promettent des choses genre si tu adoptes le mindset du winner, tu vas winner. Ce qui est une sorte de raccourci finalement. Et Wallo, tu me disais que toi aussi, du coup, tu avais mis ton attention sur l'utilisation du mot mindset. Oui, du mot mindset récemment, parce que on en avait parlé dans l'émission présente, mais aussi, j'étais tombé sur une amie qui écoutait pas un podcast, mais une sorte de vidéoconférence, justement, de personnes qui avaient pour sujet l'éducation financière et le développement de la richesse, donc ce qui n'est pas mauvais en soi, mais le mot mindset revenait quasiment tout le temps à toutes les sauces, sans être redéfini. En fait, c'était oui, il faut avoir le mindset 2, et ce qui, moi, m'embêtait, en fait, c'était pas tant le mot de mindset en soi, mais c'est sa répétition,
comme si c'était un allant de soi, et j'ai même plus l'impression que il y a une espèce d'effet de mode sur le terme, comme on l'utilise. Si t'as pas le mindset en gros, si t'as le mindset du pauvre, bah tu resteras dans la pauvreté. Si t'as le mindset du riche, tu atteindras la liberté financière. Après, c'est simplificateur. En fait, c'est simplificateur. C'est le truc un peu simplificateur qui m'a dérangé, parce que pour moi, le mindset, c'est un terme anglais, et c'est vrai qu'on entend dedans la notion de mind pour esprit, et puis set, la notion de paramétrage, et je pense qu'elle nécessite quand même comment dirais-je, sans être trop exhaustif, en fait, ce que je voulais dire, ce qui me gênait, c'est qu'il y a une espèce de vulgarisation sur le mot. En fait, c'est ça. Je suis pas contre la vulgarisation, mais là, il y a une vulgarisation telle que ça devient un mot valise, quoi. Le terme est en train de se galvauder. Du coup, tu dis, ouais, bon, tu vas avoir du mindset à toutes les sauces, comme tu peux on a eu de la résilience à toutes les sauces, voilà. T'es même presque saturé. En fait, c'est ça qui, moi, me dérange. Sachant que c'est un terme que j'ai rencontré d'abord tardivement, et dans mes formations, je crois qu'on en a très peu parlé. On utilisait d'autres termes qui, pour le coup, sont plus complets, quoi. Ouais, donc tu utilisais quoi comme terme, pardon? Bah, moi, je dirais que pour l'esprit de chi, je prends la programmation neuro-linguistique. On va regarder le fonctionnement de l'esprit de façon générale sur ce qu'on peut appeler l'index de conscience. Et vous direz que c'est très simple. Le mot est compliqué, mais en fait, c'est quoi? L'index de conscience, ou dans d'autres nomenclatures, ils vont dire index de computation. C'est quoi? En gros, un être humain, quand il vit, il y a 3 niveaux qui sont en jeu. Ses comportements, donc ce qui est visible de l'extérieur, donc le fait que tu bouges, ou l'interaction qu'il peut avoir les autres. Donc ça, c'est vraiment du visible ou du tangible, enfin du tactile, si voilà. Ça fait partie de la personne. Donc la posture va jouer. Une posture d'excellence ou une posture de soumission, ou ce que vous voulez, ça fait partie des comportements. Et puis vous allez avoir maintenant ce qui fait partie de ce que j'appellerais la partie mentale, ce que la personne imagine, donc tout le côté image qui vont vous venir en tête, et ce qu'elle se dit. C'est le dialogue interne. Et donc là, vous avez encore un autre niveau. Donc ça fait partie d'une expérience humaine. Ça a l'air de rien, mais là, même moi, pendant que je vous parle, effectivement, je suis assis, ça, c'est le comportement qu'on peut voir de l'extérieur, mais je me raconte aussi des choses en même temps. Tiens, ça va être quoi la suite de la phrase que je vais dire? Tiens, je suis en interaction avec ça, il faut que je fasse attention, je vais remoduler ma voix, parce que des fois, je parle un peu rapidement, et en même temps, ce que j'imagine, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on va rigoler? Est-ce qu'on est triste? Je fais attention aux interactions qu'il y a avec ça, et bien évidemment, les états internes, c'est-à-dire les émotions. Et donc, une expérience humaine, c'est tout ça. Donc, un état d'esprit, si je devais pas retirer la partie comportement, pour moi, c'est au minimum ce que tu te dis ce que tu te racontes à toi, et ce que tu imagines en même temps, avec les émotions qui sont connectées. Et à l'intérieur de ça, tu as la structure du langage, dans laquelle on peut aussi identifier ton état d'esprit. Et là, j'ai un terme technique qui vient de la PNL qui s'appelle les métaprogrammes. Méta, c'est au-delà, et programme. Alors, à quoi ça correspondrait dans la structure du langage? Mais je vais pas être trop technique. C'est juste que dans la façon dont chacun d'entre nous parle, il y a des choses qui sont récurrentes. Il y a des gens, par exemple, ils disent, ah non, moi je veux jamais faire ça. Ça m'embête. Ah non, moi il n'y a pas question, pour que je réussisse ça, il faut absolument que je m'éloigne de. Et ben souvent ces personnes-là, juste un exemple, ils sont pour faire quelque chose, il faut qu'ils aillent loin de ce qu'ils ne veulent pas. Et vous avez d'autres personnes qui, ce truc-là, moi, ce qui m'attire là-dedans, c'est qu'en fait, voilà, j'ai partagé ça avec telle personne, avec telle autre. Ah oui, non, moi, j'adore ça parce que, et vous avez des gens qui, pour faire cette même chose, ils vont aller vers ce qu'ils veulent. Mais vous pouvez aller dans la même direction, soit en la regardant à reculons, en regardant ce que vous ne voulez pas, vous en éloigner, et vous pouvez aller vers cette chose en la regardant elle directement, en disant ce qui est dans votre dos, vous vous en foutez, mais vous êtes fixé sur ce que vous voulez. Et pourtant, vous allez dans la même direction. L'un, il va à reculons, parce qu'il s'éloigne de je veux pas ça, donc je m'en éloigne. Et Wallo s'éloigne du micro. Ouais, c'est tellement incarné dans ces manières. C'était vraiment pas fait exprès. Mais parce que voilà, je vis ce que je raconte. Et en fait, voilà, ça c'est un exemple. Mais vous en connaissez d'autres, en fait. Après, si on reprend l'exemple de Mio et de son langage, elle arrête pas de s'excuser. En Exactement. Fait, c'est dans son langage, dans la structure de son langage, on entend d'une certaine manière son état d'esprit. Mais alors nous, on appelle ça des métaprogrammes. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des niveaux logiques. Les niveaux logiques,
qu'on retrouve chez Dilts notamment, en fait, c'est les niveaux logiques, c'est quoi? C'est les pensées, vos émotions qui sont rattachées à vos croyances ou systèmes, vos valeurs. Les valeurs sont également rattachées à votre identité, la mission, le but, et tout ça aussi, même sous une forme métaphorique. C'est tout ça intriqué ensemble. Alors, tu bouges un paramètre. Pour ceux qui pratiquent le jeu de rôle, moi, quand j'ai commencé le jeu de rôle il y a longtemps, il y a un truc que je comprenais pas quand j'étais môme, parce que je ne connaissais pas, et c'était dans la création de votre personnage. Et je trouve que les jeux de rôle sont particulièrement utiles quand vous créez un personnage pour comprendre certains paramétrages de l'esprit. Tu peux dire, voilà, tu tires au dé, ton perso il a 7 sur 10 en chance, ou des choses comme ça. Et il y avait ce mot alignement. Je me rappelle, je crois, j'avais 14 ans, j'ai dit 14 ou 15, je sais c'est quoi l'alignement? C'était dans les règles de GURPS, c'est un truc un peu bien plus complexe que Dungeons and Dragons, dans la création du personnage. Et on m'explique, ouais, bah, l'alignement, enfin celui qui est le maître du jeu, arrivait pas à toi me dire, bah, c'est comment, bah, t'es aligné. Ça, ouais, super. Mais, mais c'était en gros. C'est quoi, vers quoi tu tends? C'est vers quoi tu tends. Ouais. Et en fait, le mot alignement a flashé dans mon esprit le jour où quand j'étais je vais dire en permanence, n'importe quoi, rapport avec le collège, le jour où j'étais en formation en PNL et que tout d'un coup on m'a parlé des niveaux logiques de Dilts. Et ben voilà, il y a des moments quand vous êtes aligné, c'est-à-dire que quand votre but, votre identité, les décisions que vous prenez, vos valeurs, vos croyances, tout ça va dans le même sens, que d'autres appellent la congruence, et ben bon, ça crée un alignement. Et c'est d'une certaine manière un paramètre de votre esprit pour être, je sais pas, admettons, quand je suis en train de jouer aux échecs, j'ai pas le même, mon esprit n'est pas paraîtrait de la même manière que quand je joue à Street Fighter, par exemple. Pourtant, j'ai une logique de victoire qui est là, j'ai une logique d'échange, mais c'est pas du tout les mêmes fonctions, on va dire, qui vont être mobilisées quand je joue au jeu de Go. J'ai pas les mêmes sensations quand je joue au Go que quand je joue aux échecs. Et pourtant, tu vas me dire, ouais, mais c'est des jeux de société, tu joues contre un autre, je sais pas, dans le jeu de Go, il y a un enjeu, peut-être issu du manga Ikoru no Go qui m'a beaucoup impacté à ce niveau-là, même si j'ai joué un peu avant, ou dans les enjeux des enjeux de jeu de Go, j'ai l'impression de jouer ma vie. Tandis que quand je joue aux échecs, je joue un jeu. C'est assez personnel finalement. Ouais, parce voilà. que c'est toi, ton expérience, et puis il y a d'autres personnes, c'est différent. Moi, quand je joue aux échecs, je suis absolument perdu. Et quand je joue aux jeux de Go, je suis perdu aussi. Donc le mindset, finalement, le mot mindset tel qu'il est beaucoup utilisé actuellement est très simplifié. Et donc il faut faire attention quand même au cadre dans lequel il est utilisé. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et alors, on peut parler d'état d'esprit, mais état, moi, j'aime pas trop dans le sens où ça paraît figé. Et on peut parler peut-être de configuration d'esprit. Ouais, configuration de... Mais ça a l'air un peu technique, moi, quand j'entends... Enfin, oui. En même temps, moi, ça me parle. Parce que j'ai un petit côté scientifique, rationnel, ingénieur, études d'électronique et tout ça. Donc, configuration, ouais. Mais en même temps, je me dis, c'est pas... Ce qui m'embête, c'est que Détier, alors qui fait la programmation neurolinguistique. Non, mais ce qui m'embête, c'est que pour les gens, des fois, il y a un côté trop technique, en fait, dans l'utilisation du mot configuration, mais ça reste assez juste. C'est parce que c'est se rendre compte, en fait, que vous pouvez agir sur des paramètres de votre esprit, en fait. Maintenant, la question, c'est, ouais, mais Wallo, t'es bien gentil, mais c'est quoi ces paramètres? Et là, c'est vrai que j'ai souvent du mal à dire aux gens, un truc tout con, un paramètre, c'est sur la notion de temps, le sacrifice temporel quand vous avez du mal à faire quelque chose, ou le sacrifice temporel, pardon. Et c'est quoi le sacrifice temporel? Parfois, je ne pourrais pas le replacer, du coup je préfère le jouer directement. Parfois, on n'arrive pas à faire certaines choses simplement parce qu'on sacrifie pas, on s'autorise pas le sacrifice du futur pour le présent ou le sacrifice du passé pour le présent. Ça, c'est jouer sur un paramètre de l'esprit. Dit autrement, c'est moi je veux absolument devenir le meilleur joueur de foot du monde. Ok, t'as 14 ans, ok, c'est possible. Ok, bon, t'allais. Maintenant, quel temps tu vas te accorder pour ça? Ah non, mais attends, moi je préfère jouer, je sais pas moi, à Call of Duty avec mes potes de 14h à 18h. Et si tu t'entraînais pour améliorer ton jeu,
ouais, non, mais t'inquiète, j'ai le talent. Voilà. Ça, c'est je sacrifie le présent pour un futur que je veux, alors qu'en fait, c'est bon. Là, il y a un plaisir, il y a quelque chose que je veux atteindre. Je n'ai pas d'autre choix que de m'entraîner régulièrement, là, maintenant, pour atteindre. Comme dans Dragon Ball, quoi. Voilà, exactement. Tu veux atteindre quelque chose, tu t'entraînes, tu vas dans la salle du temps, tu sacrifies du temps, ta famille. Dans Dragon Ball, justement, j'aime bien cet exemple-là où de sacrifice et de dire, bon, bah, en fait, il faut que je revienne en arrière, etc. C'est Trunk, tout le passage avec Trunk, quand il revient dans le passé, même si c'était pas vraiment un passé au niveau temporel, quoi. Bah ouais, j'ai obligé de revenir en arrière, de se reconfigurer pour dire, bah ouais, en fait, dans cette vie, dans le passé, même si bon, on pourra toujours dire quelque chose, temporellement, c'est pas possible qu'ils reviennent dans ce même passé-là. Bref. Et donc, ouais, je suis obligé de revenir en arrière. Je dois me reconfigurer en m'entraînant, donc avec mon père, etc., avec Sangwan, mon mentor, etc. Je me reconfigure pour aller dans le futur et me dire, bah, tout ce que j'ai appris en me reconfigurant de tout ce que j'ai réappris, bah, en fait, je peux affronter Cell et les cyborgs et les pouvoirs à défoncer et après revenir, quoi. Donc, il y a ce truc-là où, bah, dans quel état d'esprit enfin, lui, ça lui a coûté de dire, bah, en fait, en plus, c'est sa mère qui l'envoie dans le passé, il décide pas d'y aller et pour avoir de l'aide, et donc il doit quand même se reparamétrer toutes ses manières de penser, puisqu'il a vu tout le monde mort, et que lui, il avait fait son deuil, etc., et qu'il avait commencé à faire autre chose, et donc il est obligé de se remettre à niveau et de se dire, bah voilà, ok, je comprends qu'avec eux, je peux recommencer quelque chose. Réintroduire finalement de l'espoir et la possibilité de changer les choses. Et du coup, ben, à un moment, alors là, en plus c'est un peu hardcore, mais à un moment où tu as enfin fait ton deuil, on te dit, mais en fait, ça peut servir à rien. Parce qu'en réalité, il y a vraiment de l'espoir, et enfin, il y a de nouveau de l'espoir, et du coup, tu peux changer les choses. Ouais. Et du coup, aussi, on met dans tes mains ce pouvoir-là. Ouais. Hein. Dans cette temporalité, bah, en fait, tout le monde est mort. Donc, il peut changer en mieux les choses, mais il ne peut pas changer complètement les choses. Complètement, ouais. Parce que justement, ben, heureusement qu'il y a encore ce truc-là, même si c'est un plot scénaristique, c'est que bah, lui, c'est reparamétré, mais donc en fait, il va aller en mieux et pas je rechange complètement et je fais comme avant. Parce que justement, l'apprentissage, c'est pas de dire bah, c'était mieux avant, parce qu'en fait, il n'y a rien. Même la phrase, ça marche pas. Il y a mieux avant. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux avant ? Ça change, tout évolue. Du coup, c'est de constater l'évolution et de dire bah, ça a évolué et je vais dans un sens, je me reparamètre. Et pour que ça aille mieux, et pas forcément bien, pour que ça aille mieux, il faut que je comprenne tous les tenants et les aboutissants pour que j'amène ça quelque part. Par rapport à la vision que j'ai eue, par rapport si je veux virer un despote, etc. Toute ressemblance avec ce qui se passe actuellement est tout à fait fortuite. Mais voilà, en tout cas, c'est d'apprendre sur le passé, d'apprendre ce qui se peut, de se replonger dedans et de se dire bon bah ok, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est mauvais, de faire la part des choses comme on a parlé dans les croyances, de voir ce qui peut se passer pour que ça puisse être mieux dans l'espace où on vit, quoi. Juste par rapport à ce que tu disais sur la notion de le passé c'était mieux avant, en fait c'est une sorte de croyance. Oui, c'est une forme de croyance où on idéalise le passé en éludant les trucs qui étaient pas bien. Et c'est une manière un dialogue qu'on nourrit en soi, alors que si on veut changer, on peut se dire bon ben ok, il y avait des trucs vachement bien, mais il y avait des trucs pas bien aussi. Et comment t'équilibres l'émotionnel en toi, quoi, pour pas être trop dans le regret. Mais ça demande là une prise de conscience et un effort quand même. Et justement, donc pour revenir à comment changer sa configuration d'esprit et ses croyances, ben ça se fait pas tout seul. Alors, ça peut se faire par un agent extérieur. On parlait de My Happy Marriage. Il y a d'autres exemples dans Naruto. On n'a pas parlé de l'exemple de Sakura, par exemple, auquel je pense beaucoup sur tout ce qui est mindset, croyance limitante, parce qu'il y a
toute une partie où elle dit je suis un boulet, je sers à rien, je sais rien faire. On parle de Sakura dans Naruto. Hein. Oui, pourquoi Pas de j'ai dit Sakura, quoi? la chasse de La cartes. petite sorcière. Enfin, oui. Oh, ça pourrait prêter Oui, ça. oui, pourrait pas être aussi carte, Sakura, Sakura. Non, je parlais donc de Sakura dans Naruto, où à un moment, il y a tout un passage où elle se dit qu'elle sert à rien et qu'elle est trop nulle, quoi. Et c'est vraiment un dialogue, enfin, un discours interne qu'elle entretient, alors qu'autour d'elle, ses potes sont bienveillants. Et il y a Naruto qui dit on est content de t'avoir avec nous. Voilà. Heureusement, elle a ses potes bienveillants. Et à un moment, elle va se dire je veux m'améliorer. Qu'est-ce que je fais pour m'améliorer? Et là, donc il y a un changement de mindset. Là, le moment où elle se dit je peux trouver des solutions, je peux m'améliorer. Et donc là, elle va se rapprocher de Tsunade pour devenir sa disciple. Et donc ça, c'est super intéressant de voir l'évolution quoi, de un moment où elle est bloquée, et donc elle est dans l'inertie de se dire « j'y arrive pas, je peux pas changer », à « en fait si, et comment je fais, et j'y vais ». Et donc voilà, c'est possible de changer sa configuration d'esprit. Et Wallo, il me semble que tu avais un autre exemple. Oui. Appliqué à une autre typologie de personnage. Oui. Dis-nous en plus. Faut y aller au forceps. C'est pas préparé du tout. Ouais, en fait, quand ça nous a proposé le sujet, et moi j'ai adhéré, il m'est venu tout de suite en image, en souvenir, une scène qui me paraît fondamentale dans le manga, enfin dans l'anime aussi, Hunter x Hunter, qui concerne le jeu de, je crois que c'est le shogi que ça s'appelle. Alors je sais plus, c'est une espèce de jeu de dames avec des lettres c'est les shogi. Entre c'est pas vraiment comme un jeu de dames, mais c'est un jeu d'échecs. Plutôt un jeu d'échecs, qui se rapproche plus du jeu d'échecs. Donc c'est entre le chef dans la partie Chimera Hunt, dans cet arc-là, dans la partie Chimera Hunt, et il y a cette partie de jeu de société, c'était très général, entre le chef des Chimera Hunt, qui est le gars le plus puissant ou le plus balèze à ce moment-là de la Terre, et un être extrêmement faible qui est Komugi. Et il y a une scène où, tout d'un coup, le roi, comme ça qu'on l'appelle en tout cas à ce moment-là, et va être déstabilisé par Komugi parce que elle évolue, puis il n'arrive pas à la battre. Alors c'est vraiment un être misérable. Komugi, elle a morvonné, elle est aveugle, enfin, elle est toute miséreuse, et elle se bat contre le roi, un jeu où même lui n'arrive pas à la battre alors qu'il est très fort, très intelligent, enfin il a tout un tas de capacités, mais face à elle, il est désemparé. Et à un moment donné, il lui pose une question, elle a besoin de repos pour justement elle configurer son esprit pour devenir meilleure. C'est assez intéressant. Elle explique qu'elle va mémoriser, puisqu'elle est aveugle, la position de chaque pion sur le damier sur lequel elle joue, et le mémoriser. Donc ça, par exemple, c'est sa façon, elle, de configurer son esprit pour devenir meilleur et reproduire les coups plus tard. Et lui, il lui demande juste un truc quelque chose d'extrêmement banal, et il lui demande, mais bon, tu m'as battu, mais comment tu t'appelles? Et elle répond Komugi. Et alors, elle dit, et vous, Majesté, comment vous vous appelez? Et le gars est désemparé parce qu'il connaît pas son nom. Et juste ça va induire dans son esprit quelque chose. Il est pas catastrophé, il est désemparé, il se rend compte qu'il a pas de nom, et donc il va demander à ses subalternes, qui sont, si je dis pas de conneries, Pito, Poufou et puis j'ai oublié le nom il y a Pito, Poufou, et puis le troisième, j'ai oublié un gars avec des ailes de papillon. Neferipito. Ou Neferuto, ou je sais pas quel soit ça. Il y a un troisième, et ça, ils sont embêtés. Alors il y en a un qui est embêté parce que Poufou, lui, c'est pas son truc de réfléchir à des trucs pareils, j'en sais rien, moi, c'est trop compliqué pour moi. Pito dit tout simplement, écoutez, pour votre nom, faites en fonction de ce que vous ressentez, et puis vous appelez comme vous voulez, voilà comment je vous le dis, parce qu'ils ont l'injonction de dire la vérité sans lui mentir, sinon la sentence, c'est probablement la mort. Et puis il y a le troisième qui est quand même plus intelligent, qui comprend qu'il y a un problème, et que leur maître est en train de changer. Et lui, ça le dérange, parce qu'il est en train de voir que s'il commence à s'intéresser à son nom par rapport à un être faible qui lui demande son identité, ça veut dire qu'il est en train de s'attacher à cette personne, qui lui donne de l'importance. Et en fait, toute cette scène-là, elle est intéressante parce que justement,
il va commencer à changer d'état d'esprit, il va commencer à, entre guillemets, s'humaniser, à avoir de l'affection, de la compassion pour cette jeune fille là, Koumugi, qui, quand je dis qu'elle ressemble à rien, c'est pas qu'elle ressemble à rien, mais c'est juste qu'elle est voilà, dans la logique des Chimera Ant, c'est rien du tout, c'est le degré zéro du soldat, parce qu'elle a pas de pouvoir à ce niveau-là. Et en plus, donc l'autre soldate va être complètement jalouse de Komugi et va essayer de l'éliminer. Exactement. Et le roi va l'en empêcher. Va l'en empêcher, exactement. Et une scène qui est assez curieuse, c'est que dans sa remise en question, à un moment donné, il se dit, attends, moi, je suis le roi, je peux faire ce que je veux, je suis le plus puissant, je peux tuer, j'ai tué ce matin un enfant sans raison. Et le mec se sent galvanisé par ça. Et donc, il se dit, de toute façon, qu'est-ce qu'elle m'emmerde, Koumugi? Il repart avec l'intention clairement de la tuer. Et il arrive, et pas, surpris, elle est juste attaquée par un aigle, elle ne se défend pas. Et il est pris de compassion sans même réfléchir, et paf, il tue l'oiseau. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Mais vous êtes de la majesté, je voulais pas vous déranger. Et en fait, le mec est désemparé. Et c'est là où je trouve aussi la mise en scène et un truc qui est typique, qui vient du manga, mais qu'on a aussi dans d'autres, notamment dans le comic, mais c'est que il exprime quelque chose, ouais, mais pourquoi tu m'as pas aidé? Et même lui, il se dit, pourquoi je lui pose cette question? Et on commence à voir son propre changement interne sur, attends, merde, pourquoi je m'inquiète pour elle? Et là, on a un changement de mindset clair, qu'on peut voir dans cette séquence Et qui est malgré lui. C'est-à-dire que là, il y a ce que j'appelle moi, des fois, il y a eu cette brèche, il a été ouvert au doute. C'est ce que je crois avoir dit dans l'émission précédente à un moment donné. Faudrait la réécouter pour être sûr, mais je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est ouvert au doute, et en fait, il n'arrive pas à se mentir sur ce qu'il est en train de ressentir, tout simplement, parce qu'il a de la compassion, du coup, pour cette personne, et il lui demande, mais pourquoi tu réagis comme ça? Ah, c'est touchant ce que vous dites, Komugi qui dit que c'est la première fois que quelqu'un s'occupe de moi. Bah. Et ça, c'est en tout cas dans Hunter x Hunter, cette partie, je trouve que c'est un des moments clés et très touchant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très beau, de voir comment une sorte de despote est en train, juste par une interaction à un endroit où il s'y attendait pas, en train de s'humaniser et donc de redéfinir son rapport à lui-même. Et donc, c'est son rapport à lui-même, c'est son rapport aux autres. Et comment, voilà, à partir d'un événement anodin qui est sur l'identité, qui es-tu, quel est mon nom, il sait pas qui il est, quoi. Enfin, Et c'est ce qu'il va utiliser aussi après avec son combat contre le maître des Hunters. Et en fait, c'est le maître de Hunter, j'arrive plus à trouver le nom, va continuer à instiguer du doute au roi des Chimera Ant. Et c'est grâce au doute qu'il arrive aussi à le défaire. Et en fait, le roi des Chimera Ant part en étant humain. Moi, je trouve ça trop beau, tout ce passage-là. Et il fait, ouais, en fait, ok, en fait, je comprends pourquoi l'humain est fort, parce qu'il doute. Bah ouais, ça rejoint ce que tu disais, Wallo. Et donc, comment on peut nous-mêmes se poser des questions de qualité pour changer notre mindset si on en a envie, c'est en s'autorisant déjà à se poser des questions, le « et si ». Et si je réussissais, qu'est-ce que ça ferait? Et si je m'autorisais à faire ça, qu'est-ce que ça ferait? Dans le côté positif, le et si. Oui. Parce que tu peux dire aussi, et si bien sûr, après, je le fais pas. Bien sûr, on peut aussi. Tu peux être aussi dans le côté négatif. Et si j'arrêtais tout, et si j'arrêtais de. Moi, j'ai expérimenté un et si j'exprimais ma colère. Alors que tu sais, on est peut-être que le côté moral, j'exprime pas. Je l'ai sorti, j'avoue que je suis comme ça quand je suis en colère. Et j'ai vu les limites, mais en même temps, c'était très intéressant à expérimenter. Parce que au moins je savais ce que c'était en connaissance de cause et des faits. Alors qu'avant, c'était juste non, je peux pas me mettre en colère parce que c'est pas bien. Ah. Bon. Et si tu te mettais en colère juste pour voir qu'est-ce que ça donne, pour de vrai. Et ça crée un. Moi, ça entre guillemets, ça a créé un bordel chez moi. Parce que comme tu disais, on change la configuration. Ouais. Donc c'est une configuration où on n'est pas forcément habitué à être. Exactement. Comme tu avais dit en préambule, on n'est pas, pour un garçon, on n'est pas autorisé à pleurer. Et si je m'autorise à pleurer, qu'est-ce que ça fait? Donc en fait, ça change la configuration, ça change toute ta manière d'être et de penser.
Et après, tu fais, ah, ok, donc ça peut arriver là et ça peut donner ces actions-là sur telle et telle personne, quoi. Oui, parce que ça implique aussi les réactions des autres. Et si on se l'autorise pas, c'est parce qu'on nous a dit, faut pas. Et donc, comme c'est l'extérieur qui nous a dit, faut pas, on suppose que si on fait, on brise un interdit et que l'extérieur va réagir de manière négative par le rejet, par l'abandon, le déni. Plein de choses désagréables et douloureuses à vivre. Et du coup, si tout d'un coup on s'autorise à se mettre en colère, toute proportion gardée, hein, on part pas en mode Daenerys. Se mettre en colère, exprimer son mécontentement, s'autoriser à exprimer sa tristesse, et on voit ce que ça fait. Et puis là, on s'autoriser aussi à ne pas que la réaction des autres ne soit pas figée, en fait, qu'on peut avoir des surprises. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'arrête pas de me dire dès que je commence à partir dans peut-être des croyances ou des idées, des suppositions, c'est on sait pas ce qu'on sait pas. C'est hyper logique comme phrase. Oui. Mais moi, ça me remet dans le lâcher prise, oui, non, je sais pas, enfin voilà, on sait pas tout. Et donc ça me remet dans le présent, en fait, et de me dire on sait pas ce qu'on sait pas, donc je m'autorise plus facilement des choses. Et par contre, on sait, si on veut savoir, on sait ce qui se passe en nous, on sait on peut savoir quelles émotions on a, quelles pensées on a. Et donc voilà, pour raccrocher un petit peu à la vie et à ce que les auditeurs pourraient mettre en œuvre pour identifier leurs croyances, leur mindset. Moi, j'utilise le mot mindset, leur configuration d'esprit. Voire même ce que je vais parler à vous, auditeurs, ce que vous pouvez identifier comme qui vous empêche d'avancer. En fait, je dirais que vous pouvez mettre de l'attention sur comment vous parlez à vous-même. Alors, ce qui est intéressant avec les mangas, justement, c'est qu'on a accès aux pensées des personnages. Donc, les dialogues intérieurs, on en a plein. Et donc, alors, si vous avez peur, dans un premier temps, de mettre de la conscience sur ce que vous vous dites à vous-même, mettez de l'attention sur quel personnage ou quel dialogue interne de personnage vous fait écho en vous. Vous émeut, vous fâche. On avait parlé de la colère, c'est intéressant aussi, parce que la colère, ça, en effet, ça peut être juste que vous-même, vous réprimez une colère. Donc c'est hyper intéressant de voir comment vous vous sentez par rapport à tel ou tel personnage, par rapport à telle réflexion ou tel même comportement qu'il a, et identifier comment ça fait écho en vous, quelle émotion vous ressentez à ces lectures ou à ces visionnages. Pour aller dans ton sens, il y a un très bon manga, il y a Spy Cross Family avec Lloyd Forger. Et Lloyd, il a été configuré pour être le meilleur espion. Et ce meilleur espion, il n'a pas d'état d'âme, il fait ce qu'il veut, quoi. Et quand on lui demande de fonder une famille, et là, il doit se mettre dans l'état d'esprit d'un père de famille. Ce qu'il n'a pas eu avec son passé qu'on peut voir dans le manga. Et donc, en fait, pour lui, c'est tout un chamboulement. Donc, du coup, ça en devient très drôle. Il y a le comique des situations parce qu'il est complètement dépassé, à la rue. Il connaît pas... quand il est avec sa femme, il comprend pas pourquoi, en fait, elle s'énerve qu'il s'énerve pas. Que Anya, en fait, elle le voit aussi comme un père. Et du coup, pour lui, c'est juste une fille d'adoption, mais il doit quand même l'éduquer. Donc, en fait, il y a tout le process éducationnel que
il connaît pas, donc il est obligé de se configurer pour tout. Et à chaque fois, il se remet tout le temps en question. Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis espion? En fait, je suis espion, mais et c'est censé faire quoi, mon bon père? C'est censé faire quoi, mon père? Mais je suis espion quand même, c'est mon boulot. Et après, il dit non, mais en fait, je dois entretenir ma famille parce que c'est grâce à ma famille que je vais arriver à mes fins. Et après, il y a la compassion qui arrive. Et donc, en fait, il est tout le temps en train de se poser des questions. Des fois, il y a à se faire des nœuds au cerveau. Et c'est très drôle à voir et à lire. Et du coup, ça va justement dans comment est-ce qu'on de faire le point, de faire des points avec nous-mêmes, quoi. Ouais. Oui, mais c'est super important. Alors moi, je sais que j'oublie des fois quand on est pris dans plein de dans la vie, hein, les projets, les incidents, les proches, machin. Mais en réalité, ça devrait être dans l'hygiène de vie, quoi, de se poser un moment, de faire le point dans comment je me sens, même par rapport à aux différentes catégories de vie. Domaine de vie. Ouais. Comment je me sens, est-ce que j'ai envie de mettre plus de valeur dessus? Donc par valeur, j'entends temps, énergie, pensée, voire argent. Ouverture, ouais, des choses voilà. Est-ce que j'ai envie de consacrer plus de ma vie dans quelque chose ou pas? Et en fait, c'est aussi les pensées, quand on conscientise un peu les pensées qui nous traversent, ça nous donne des indicateurs aussi. Quand il y a des pensées récurrentes, par exemple, on peut se dire, ah tiens, il y a un truc qui gratte quand même. Et si je me posais pour décider ce que j'en fais? Parce que des fois, rien que se dire, ah bah tiens, là, j'ai une pensée récurrente, je me pose. J'évalue si c'est vraiment important pour moi aujourd'hui. Avec un carnet de notes, c'est pas mal. Ou utilisez vos téléphones portables et la fonction voice ou enregistrement. Oui, alors moi j'écris. Moi je suis plutôt en mode voice. Moi, ouais, je pense que chacun peut, des outils de prédilection. Moi j'aime bien écrire. Et relire plus tard. Non, alors des fois je relis, mais alors mais au moins tu le poses déjà. Ouais, ça t'apporte quoi du coup quand tu le poses là En fait, ça m'aide à organiser mes pensées et mes émotions aussi. Et notamment, dans la technique de coaching que j'ai apprise, il y avait tout était basé sur les émotions et la notion de bien-être. Et donc, noter de manière spontanée sur 10 ton niveau de bien-être. Donc, par exemple, quand je bosse sur plusieurs trucs et que j'ai besoin de faire un peu je suis un peu dans le brouillard, j'ai besoin de faire du tri, je vais me poser, je vais faire un rond avec mon nom à l'intérieur, je vais faire un rond par projet avec une flèche, un trait entre le rond avec mon nom et le rond avec le nom du projet. Donc, je vais noter tout ça. Donc déjà, ça me fait une sorte de map, de plan de tous les trucs en cours. Et puis, alors, faut que je sois dans un état d'esprit où je me concentre là-dessus, en fait. Hein. Je vais pas me dire, faut que je parte dans 5 minutes. Voilà. Il n'y a pas d'épée de Damoclès. C'est vraiment du temps pour ça. C'est un moment pour ça. Et je vais me dire, mon niveau de bien-être de manière spontanée sur chaque projet. Sans réfléchir. Parce que, de 0 à 10. De 0 à 10. Et du coup, par exemple, je vais noter tel projet, je vais mettre mon niveau de bien-être 2. Et si je réfléchis, je vais me dire, ouais, mais non, mais c'est tel truc. Voilà. Là, ce qui compte, c'est de jouer le jeu, d'être honnête avec soi-même. La spontanéité, quoi. Je pose ça et après. Ouais. Okay. Et puis alors, et après, qu'est-ce que je fais de ça? Des fois, je vais me dire, tiens, du coup, je vais mettre plus de priorité sur ça parce que juste ça me fait plaisir, quoi. Et alors, des fois, ce qui est étonnant, c'est que rien que de conscientiser qu'il y a un projet qui me plaît pas tant que ça, le truc, il s'annule, quoi. Et c'est... Le truc qui s'annule, c'est quoi? C'est l'émotion ou le projet en tant que tel? Le projet. Ah, d'accord. Okay. Ça m'est arrivé plusieurs fois, voilà, c'est au-delà de toi, tu vois. Et on rejoint l'histoire de la croyance, qu'on avait dit dans notre émission. La pensée créatrice de notre émission. Merci. Là, c'est pour rejoindre là ce que tu dis. Moi, quand je le fais en enregistrement vocal, moi, ça me permet deux choses, l'enregistrement vocal. D'abord,
j'ai toute la spontanéité justement de ce que j'ai à dire, donc je le entends dans ma voix, et je vois comment je pense je vois comment j'ai pensé à ce moment-là. Enfin, je l'entends. Et c'est cette capacité de reflet que toi tu vas trouver, de refléter vers soi, parce que tu le fais par l'écriture, donc c'est extériorisé. Mais si tu le notes et puis tu le reflètes, pardon, en le lisant. Et moi, c'est en m'entendant, en entendant même parfois mes inflexions de voix ou l'enthousiasme, parce qu'il y a des choses que j'ai partagées, des gens, ah mais t'es super enthousiaste là-dedans, et je m'en rendais pas compte. Alors des fois, c'est ça. Et ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes aussi par moment, utilisez le reflet de votre entourage, les gens dont vous savez, en qui vous avez confiance. Le faites pas avec tout le monde, parce que, enfin, vous pouvez aussi le faire si ça vous permet de faire du tri sur les gens qui sont finalement malveillants à votre égard, ou qui vous négligent, ou qui ne comprennent pas qu'il est important à un moment donné que vous ayez juste le regard extérieur. Et ça, c'est un truc tout con. Fait voilà, dites à la personne, tiens, tu me connais depuis tant de temps. Si c'est vraiment quelqu'un qui vous tient à cœur et qu'est-ce que tu penses de ce que je suis comme personne? Tu me vois comment, en fait, voilà. Et là, on a des grosses surprises entre ce que vous pouvez vous dire à vous-même, je suis nul, ou dans les croyances limitantes, mais des fois, ça va matcher, et donc la personne le voit également, mais aussi ce que la personne voit de vous, que vous ne voyez pas, qui est quelque chose de très valorisant. Et parfois, ça peut être juste ça. C'est, tiens, aujourd'hui, j'ai besoin de faire le point. Ah, bien sûr, il y a des gens dont c'est la spécialité, on a des coachs, des thérapeutes, où là, c'est beaucoup plus poussé, mais juste votre entourage, des fois, vous vous en rendez pas compte, mais vous donne un feedback. Moi, je sais qu'avec une ex, j'avais eu le souci, elle voyait toujours un truc, elle me disait, t'es beau, et j'étais perdu. J'étais perdu parce que je le vivais pas de cette manière, où, voilà, où elle me répétait, je sais plus ce qu'elle me répétait, vous voyez, tiens, il y a l'objection qui est venue se loger là pour m'empêcher de vous dire ce que c'était, mais elle me disait d'autres choses, et vaguement j'ai le souvenir que je prenais pas, en fait j'entendais pas. Et il a fallu que une autre personne dans un autre contexte me redise quelque chose de similaire pour que ok. Et donc là, dans mon mindset, oui, ça a joué. Donc parfois utiliser juste le regard des autres, mais choisissez vraiment les gens dont vous êtes sûr qu'ils sont, voilà. Je crois qu'il y a un proverbe chinois qui disait, dans la vie, on n'a pas plus que 5 amis véritables. Et avec le temps, moi, au départ, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je raconte n'importe quoi. Le temps, et là, je leur donne un peu raison. Mais moi, j'ai une super copine aussi qui est très douée pour dire les choses qui piquent un peu, mais de manière smooth, quoi. Et je me souviens que 2 fois, elle m'a dit... alors, la deuxième fois, je me souviens pas, mais la toute première fois, alors, je bossais à la Japan Expo, puis alors j'étais complètement dans la bulle Japan Expo, immergée. Puis je racontais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et puis je racontais ma vie de boulot, quoi. Japan Expo ceci et machin, je parlais de mes collègues, tout ça, et puis tout d'un coup, elle me fait mais tu sais, moi, un tel, je le connais pas. Hein. Et là, mais tout doucement, tu vois, elle me dit ça comme ça. Et là, je me suis pris dans la gueule que j'étais dans une bulle et que la pauvre, je l'emmenais dans cette bulle dont elle se foutait, en fait. Alors, pas contre moi, hein, parce qu'elle s'intéressait à moi, mais elle s'intéressait pas aux autres, en fait, de ce truc-là. Et du coup, je me suis dit, oula, faut que je sorte un petit peu, que je prenne un peu de recul, parce que là, je suis complètement immergée. Et du coup, ouais, genre, c'est un très bon souvenir de... je l'ai pas pris comme une critique, en fait. Je l'ai pris comme une remarque, plutôt pragmatique, pas de jugement, en fait, plutôt objective, et qui m'a fait comprendre que j'avais le nez dans le guidon, quoi. Et donc, je pense qu'il faut tous avoir au moins un ami comme ça, qui soit capable de nous dire les choses parce que cette personne nous connaît, parce qu'elle veut notre bien, et que... pour aller dans vos deux sens, moi, j'écris pas ou je fais pas de vocaux à moi-même. Mais c'est tardivement que je me suis mis à reconfigurer mon esprit, parce que j'étais, comme Wallo disait, moi je suis quelqu'un qui y va. Je fonce, j'ai une idée, j'y vais, etc. Quitte à me prendre des gros murs.
et des gros bâches qui font mal. Oui, j'ai un peu joué à ça aussi. Et donc, et d'ailleurs, je continue de le faire. Hein. Je suis toujours un peu fonceur, mais je connais mes limites. Je sais ce qu'il en est. Et donc, la première fois où j'ai vraiment foncé, c'est à l'époque où j'avais écrit manga.tv. Et donc, je fonçais, tête baissée, etc. Et c'est l'entourage. C'est l'entourage qui m'a dit, c'est bizarre, tu t'amincis, t'as moins cette lueur vivante dans les yeux. Et moi, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Tu me dis ça, mais non, mais c'est trop bien, je vais bien et tout. Un mec, tu vas pas bien, quoi. Et c'est quand mes parents, à un moment, j'allais pas bien. Enfin, je sentais que j'avais un truc qui va pas. Et mes parents qui me disent, pars au Japon. Et que mes parents me disent, pars tout seul au Japon. J'ai fait, quoi? Jamais de la vie ils m'auraient dit pars quelque part tout seul. À chaque fois que je partais quelque part tout seul, c'était non, fais attention, tu pars avec qui, etc. Et là c'est eux qui me disent non, en fait limite on est prêt à payer le billet mais pars tout seul quoi, et pars au Japon. Et j'ai fait oh ok, là ça veut dire que je me suis tapé le mur quoi, et je l'avais pas vu. J'étais peut-être enfoncé, j'étais englué dans ce goudron béton et tout, je l'avais vraiment pas vu. Et là c'est à ce moment-là, cette phrase a été le déclencheur de la reconfiguration de moi-même quoi. Donc quand je suis parti au Japon, j'ai vu mes potes japonais qui m'ont dit tu vas pas bien mec. Tu l'as pas vu depuis 5-6 ans, ils font tu vas pas bien. Et donc en fait là le regard extérieur, alors ça c'est des potes qui m'ont vu avec la joie de vivre de ouf et tout, et là ils disent tiens on va t'aider, on va te reprendre en main et tout. Et après quand je suis arrivé dans un temple, je sais pas, je suis rentré dans ce temple et ce temple m'a permis de lâcher toutes les larmes que j'avais gardées, tout le stress, toute la détresse que j'avais, etc. Et donc ça m'a permis de faire comme une défragmentation quoi. Et comme on reprend un peu Blue Lock pour la programmation et la déprogrammation, on voit le puzzle qui arrive et qui s'enlève et qui revient, et c'était un peu ça quoi. Je change mon état d'esprit, je remets l'état d'esprit. Ok, maintenant je comprends ce que j'ai vécu, je comprends pourquoi j'en suis là, et maintenant je vais utiliser cette boussole qui est la mienne, ma boussole humaine, et de savoir quel est le niveau de satisfaction et de bonheur que je peux avoir sur des projets ou pas. Et donc, à chaque fois que j'ai des projets, je me demande, est-ce que ça me motive ou ça me motive pas? Si ça me motive, j'y vais. Si ça me motive pas, j'y vais pas. Et des fois, quand je sais pas trop, j'y vais quand même, je discute avec les gens et tout, je fais, ah merde, je suis peut-être allé dans un truc où j'ai pas trop envie. Et une fois, j'ai testé, et récemment, j'ai testé, en fait, j'y vais à reculons. Et en fait, ça s'est hyper mal passé. Franchement, c'était une des plus mauvaises expériences que j'ai fait. Pourquoi tu y allais déjà à reculons? J'y vais aller à reculons. Donc, c'est normal que, en fait, ma configuration, vu que j'ai pas envie d'y aller, c'est normal que je vais pas donner le meilleur de moi-même. Non, c'est clair. Je vais pas y aller. C'est comme reprendre mon bloc. Je m'apprête à tirer, mais en fait, je suis pas prêt à tirer. Pourquoi t'y vas, quoi? Et donc, c'est vrai que c'est chouette, en plus, que tu reprennes cet exemple-là, parce que c'est aussi fréquent que ça, sur des entre guillemets, des actions anodines, comme le fait de tirer dans un ballon, mais ton esprit n'est pas prêt juste à tirer dans un ballon. Voilà. Donc c'est pour ça, il faut se mettre dans cette configuration de dire, en fait, si je suis prêt à tirer dans le ballon, si je suis prêt à y aller, c'est parce que je suis à 100% dedans, ou au moins à 80% dedans, quoi. Si je suis à 50, je vais tirer à côté, ou je vais tirer, mais pas avec la force que je veux. Donc, quelle est la puissance que je veux mettre? Quelle est l'implication que je veux mettre? Donc, c'est toujours une question que je me pose avant chaque projet. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et donc, il y a plein de personnes qui disent, ouais, mais toi, tu vis de ta passion, etc. Je fais, oui, mais je vis de ma passion parce qu'en fait, elle me fait plaisir. Si j'irais pas, parce que c'est qu'une passion, c'est que ça me fait plaisir de faire ça. Il y a un truc que tu as dit là que je trouve vraiment très chouette, notamment pour les auditeurs. C'est ce que j'appelle moi t'as fait une séquence où t'as vraiment conscientisé le truc et tu le fais régulièrement. C'est-à-dire que c'est devenu, t'es pas en mode automatique. C'est un des problèmes justement du mindset, c'est que une fois que c'est calé, parfois, parce que ça a marché une fois par le passé, ou qu'on a considéré que c'était valable, on répète à l'infini la même séquence sans apporter de modification. Tandis que toi, à chaque fois que tu as un projet, première question, est-ce que ça me fait plaisir ou pas? Et ça, je crois très sincèrement que beaucoup de gens, chers éditeurs, ne se posent pas cette question-là avec cette fréquence. Une fois, de temps en temps, ça arrive, mais c'est vrai que ça devient une habitude à prendre, parce qu'au fait, effectivement, quand on parlait aussi du paramétrage, c'est autorisez-vous
à défaut de réussir, donc quand vous allez, mais juste essayer. Je vais essayer ça juste pour vraiment s'autoriser. Et franchement, ce que tu fais là, moi, ça me renvoie aussi à moi. Le fait de fréquemment, j'ai envie de le faire, ça, ou pas, vraiment. Mais avec vraiment sincérité, ça me fait plaisir ou pas? Ça me fait pas plaisir, bah non. Ouais. Et c'est vrai que c'est pareil, automatique, c'est pareil pour les soirées, c'est pareil pour les trucs. Est-ce que ça me fait plaisir d'y aller? Oui, j'y vais. Est-ce que ça me fait pas plaisir? Non, j'y vais pas. Ça rejoint un peu le niveau de bien-être, en Ouais, fait. c'est ça. Juste, moi, le niveau de bien-être, ça pourrait être... juste, en fait, le fait de dire quel est mon niveau de bien-être, bon, ça te met une échelle de 1 à 10, ça permet d'un peu de mathématiser le truc, tu vois, mais ça revient... C'est la même interrogation envers soi-même, quoi. Et en fait, ça demande aussi d'être honnête avec soi-même et de ne pas s'auto-juger. Alors moi, quand j'étais jeune, je m'auto-jugeais pas mal, en fait. Bon, ça passe, genre, on parle d'auto-flagellation des fois, mais voilà, de me dire, non, faut faire ci, il faut faire ça. Bon, ça revient, ça nous reconnecte à tout ce qui est injonction, croyance liées à la société, ce qu'on entend. Ce qu'on a appris, l'éducation. Ce qu'on a appris. Donc, je pense que quand on est jeune, bon, ben voilà, on peut passer par ce genre de période. Et du coup, mettre mon attention aussi sur comment moi je me sens et donc quel est mon niveau de bien-être par rapport à telle ou telle chose, c'est assez récent puisque c'est quelque chose que j'ai découvert il y a une dizaine d'années à travers le coaching. Mais moi, c'est à travers le manga que j'ai trouvé, parce qu'à chaque fois, je voyais les héros que je lisais prendre du plaisir à faire les trucs. Et je fais, mais en fait, ce niveau de plaisir, est-ce que je peux l'avoir? Il y avait ce côté un peu de convoitise. Est-ce que ce niveau de plaisir, je peux l'avoir? Est-ce que je m'autoriserais pas à avoir ce niveau de plaisir? Même si certains vont dire, il y a l'aspect financier. Ouais, l'aspect financier, je me suis craché. Je me suis bien pété la gueule. Pour certains qui me connaissent, c'est celle que je me suis pété la gueule, mais bien comme il faut, quoi. Mais pourtant, c'était en regardant l'air, c'était un pur kiff. Un pur kiff, ouais. Et maintenant, j'ai appris justement que j'ai appris de mes erreurs et j'apprends de mes je vais apprendre de mes futures erreurs. Et je sais que je vais pas autant me péter la gueule. Bien sûr. Parce que je sais que là, j'étais bien bas. Et donc maintenant, c'est comme quand tu perds un combat, hein, t'es KO. Et pourquoi t'as été KO? Parce qu'en fait, j'ai fait telle erreur, j'ai fait ça. Ok, maintenant, je vais me relever et je vais le prendre. Il y a un très bon manga qui s'appelle Megalobox. Ah oui. Même s'il y a l'histoire du deuil, etc. Mais le gars, il descend hyper bas et tout. Et après, il remonte petit à petit grâce à son entourage. On disait tout à l'heure aussi se bien s'entourer. Il remonte petit à petit, il reprend confiance en lui et puis il redevient le champion qu'il était, quoi. À voir les 2 saisons, moi j'ai chialé sur la deuxième saison, elle est hyper belle. Et donc première saison, il a une confiance en lui absolue. Donc il devient devient le meilleur. L'histoire, c'est en gros c'est de la boxe, mais de la boxe assistée par des machines et d'exosquelettes, semi-exosquelettes au niveau du torse. Et lui, il fait moi je suis un boxeur, donc j'ai pas besoin de ça et je vais prouver aux gens qu'il n'y a pas besoin d'exosquelettes. Spoiler, il n'a pas et il y arrive. Mais il faut suivre toute la progression et tout. Deuxième saison, son entraîneur est décédé et donc en fait lui il est 6 pieds sous terre, quoi. Et c'est comment il remonte la pente avec un exosquelette, cette fois-ci. Et comment, en fait, il revient sur son art aidé par un exosquelette qui lui permet d'avoir une machine qui lui permet de dire petit à petit, reprends ton humanité jusqu'au moment, au combat final, les deux enlèvent leur exosquelette et ils se combattent à main nue, quoi. Et donc, il y a toute une progression entre la machine et l'humain. Comment est-ce qu'on peut se faire aider? Comment est-ce que tu peux redevenir à ton meilleur niveau alors que tu es au plus bas, etc. L'entourage, la machine. Et de faire en sorte que tu peux t'augmenter petit à petit physiquement, mais parce que tu le veux. Et c'est ça qui est dans les mangas, c'est ce qui m'a appris à me dire ok, en fait quand t'es au plus bas, en fait tu peux toujours avoir de l'aide quelque part. L'exemple n'est pas vrai partout, effectivement. Il y a de l'injustice et ça il faut en prendre conscience, mais il y a des trucs où à notre niveau, ceux qui écoutent, il y a toujours de l'aide quelque part, quoi. Alors, est-ce que je peux me permettre de synthétiser et conclure? Ouais. J'avais encore parlé de trucs. Non, mais je vais faire très court. Tu as parlé à un moment donné de la difficulté que tu as eu au niveau de la finance, dans l'expérience que tu as eue, où tu t'es rétamé de ce point de vue-là. Et moi, il y a un truc qui a changé complètement mon mindset, mon état d'esprit par rapport à la finance. C'est lorsque je me suis autorisé à me payer en premier. Donc, je l'ai appris à travers des lectures, mais ça a tout changé. C'est-à-dire que même si j'ai des dettes, même si j'ai
la première des choses que je fais maintenant, je me paye moi en premier. C'est-à-dire que je mets de la thune en côté pour moi, parce que c'est moi qui ai fait le boulot. Moi, juste ça. Alors, il y a beaucoup de choses après aussi à mettre en place, mais ça a changé ma vie financière. Et ça, c'est un état d'esprit à avoir. Hein. Il faut se dire, se payer le premier, même si c'est pas beaucoup. Même si c'est pas beaucoup, ouais. C'est quelque chose. C'est énorme. Ouais. Ça y est. Oui. Donc, tu parlais d'autorisation. Donc, ça, c'est bien parce que c'est la première chose, la chose la plus importante, en fait, sur un chemin de meilleure connaissance de soi. C'est s'autoriser à se poser des questions, s'autoriser à avoir des émotions, s'autoriser à prendre du temps où on réfléchit à soi-même, à la vie. Et c'est OK, en fait. C'est même, donc j'en parlais tout à l'heure, ça fait partie d'une hygiène mentale qu'on n'apprend pas à avoir, mais voilà, qui, à mon sens, aide à faire un peu le point sur soi et puis s'autoriser à avoir des rêves. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les shonen. Hein, se poser un moment et dire OK, comment je me sens dans ma vie, si j'avais des rêves, ce serait quoi? Et si j'avais des rêves, voilà, qu'est-ce que ce serait? Et il n'y a pas de... En fait, ça vous appartient. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour vous dire « Ah, ce rêve, il est bien. Ce rêve, il est pas bien. Ce rêve, il est un peu bien. » Ça, en fait, ça vous appartient. Vous n'êtes même pas obligé d'en parler aux autres. Mais c'est important que vous-même, vous sachiez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, vers quoi vous avez envie d'aller. Et en fait, à partir de là, vous pouvez vous dire quel est le premier petit pas que je peux faire pour avancer dans cette direction. Et peut-être que le premier petit pas, ça va juste être de se lever et puis d'aller se promener. Parce que le mouvement aussi, et ça, je mets beaucoup d'attention là-dessus ces derniers temps, c'est que le mouvement corporel et la respiration sont des paramètres hyper aidants, en fait, qui viennent en soutien de notre hygiène mentale, hein, et de notre bien-être mental. Et comme on est beaucoup amené à être assis longtemps devant des écrans, bon là aujourd'hui devant un micro, mais que voilà, on est beaucoup amené à ne pas bouger, c'est d'autant plus important de bouger, même si on se dit voilà, moi mon but, je sais pas moi, je vais prendre un exemple perso. Moi, mon but à court terme, c'est d'exposer mes peintures. Rien à voir avec le manga, tout ça, mais bon, ça fait un moment que mes peintures dorment chez moi, et que c'est pas du tout leur but dans la vie, et en tout cas le but que je leur ai assigné. Donc voilà, et je me sentais pas prête, mais peut-être que c'était voilà, une croyance interne, voilà. Toujours est-il que maintenant je me sens prête, et juste, maintenant, il faut poser des actes. Et des fois, je sais pas. Des fois, je suis paumée, je me dis, j'aimerais faire cette expo, mais je sais pas par quel bout prendre le truc. Mais je me dis, c'est pas grave. Juste, je me dis, je veux continuer à me imaginer cette expo. Ça fait quand même longtemps que je la visualise. Et par contre, c'est important pour moi aujourd'hui de bouger physiquement. Et je sens que ça me fait du bien. Et du coup, à un moment, les étoiles vont s'aligner et ça aura fait sens que je bouge aujourd'hui pour faire cette expo, même si là, ça a l'air complètement sans lien. Et le truc hyper intéressant que tu as dit, c'est le petit pas. De se poser la question, quel est le petit pas à faire dans notre envie, dans notre rêve. Si pareil, en parlant de mon expérience, quel est le petit pas à faire pour que je suis complètement... je puisse vraiment faire plus de Cozy Lab, par exemple. Et le petit pas à faire, c'est juste discuter, par exemple, avec les gens. C'est un tout petit pas. Ça a l'air de rien. Ouais. Ça a l'air de rien, mais c'est juste discuter du projet. Juste ça. Après, j'ai d'autres petits pas que j'ai notés dans ma tête, mais c'est un tout petit pas. Après, il y a d'autres petits pas qui vont amener à des grands pas, etc. Mais si on fait pas ce mouvement, ce petit pas de discuter, etc., les choses n'avancent pas. Donc, c'est que on reste à notre place, on reste assis et on rêve.
Alors que si on veut réaliser son rêve ou une partie de son rêve, il faut juste se mettre en mouvement, comme tu l'as Se dit, mettre en mouvement et complètement. faire un petit pas, le plus petit possible. On va pas chercher hyper grand, on va pas dire je vais taper des financiers, je vais être le meilleur mangaka, du coup je vais faire plein de mangas et il y a un éditeur qui va arriver. Non, si on fait juste un tout petit pas, dire regarde, c'est ce que j'ai fait, et ben ça va peut-être ouvrir une porte. Donc c'est quel est le tout petit pas à faire avant de pouvoir exposer d'autres petits pas, quoi. Et ça peut être l'apprentissage aussi. Peut-être que voilà, on peut se dire voilà, je rêve d'être mangaka. Bon, je sais pas dessiner. Je vais commencer par apprendre à dessiner un visage de personnage parce que j'aime bien, c'est le truc que je préfère. Ou je vais apprendre à dessiner un décor parce que c'est ce qui m'inspire le plus. Ou à écrire une histoire. Ou à écrire une histoire. Ouais. Et vous, les auditeurs, vous savez, il y a une très bonne nouvelle. C'est que votre petit pas à vous, vous êtes en train de le faire en nous écoutant. Wow, trop beau. Écoutez, en tout cas, si vous pouvez nous donner des feedbacks sur nos émissions et si ça vous a servi, ou même si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord ou quoi, on sera très content de vous lire et de vous répondre. On est dispo sur Instagram. On a aussi un Discord qu'on utilise très peu, mais du coup on en parle quand même parce que si vous voulez venir nous rejoindre sur Discord, je le rouvre avec plaisir. Et sur Instagram on est à fond dessus, quoi. Ouais, et surtout, même si je suis pas encore très disponible sur Instagram, ça et Flavien ne manqueront pas, si c'est des choses qui me sont personnellement adressées à moi, à me faire le relais. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut.